Madame, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Live TV, vous le savez. Le grand rendez-vous politique de votre chaîne Sans Filtre, c'est bien sûr Face à la Côte d'Ivoire. Chaque fois que vous voudriez aborder des questions, des sujets d'intérêt éminemment national, vous savez désormais quel canal choisir, c'est Live TV, pour que nous parlions. Ils ont des ambitions, ce sont des hommes politiques, ce sont des acteurs économiques, ce sont des acteurs syndicaux. Ils veulent transformer notre pays ou ils veulent pousser la continuité de ce qui a été déjà fait. Eh bien, nous leur permettons de s'exprimer, mais surtout de le faire face à vous. Vous le savez, je le rappelle toujours, c'est le propos de Face à la Côte d'Ivoire et je suis très heureux d'être avec vous. Aujourd'hui, nous allons recevoir une personnalité. On l'a laissé avec une grande ambition, diriger la Côte d'Ivoire, alors que cette personnalité avait occupé des fonctions assez importantes, à l'exception d'une seule. Il a été maire, il est député, président de conseil régional, chef d'entreprise. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous recevons, dans le cadre de ce numéro de Face à la Côte d'Ivoire, Jean-Louis Billon. Bonsoir, Jean-Louis Billon. Bonsoir, M. Bois. Jean-Louis Billon, vous le savez, c'est on va dire, un vrai rituel que nous adorons. C'est bien sûr d'être en face d'Alain Toussaint. Moi particulièrement, pas vous. Oui. Ah ben si, vous aussi. Alain Toussaint, bonsoir. Bonsoir, André Bois. Jean-Louis Billon est avec nous en sa qualité de secrétaire exécutif chargé de la communication, de l'information et de la propagande du parti PDCI-RDA, on va dire le parti justement qui a fondé la Côte d'Ivoire moderne et aujourd'hui il va répondre à l'ensemble des questions. Alors vous le savez, dans cette émission, nous avons deux articulations qui vous tiennent en haleine. La première articulation, c'est bien sûr franc-parler et c'est maintenant. Alain Toussaint, André Bois, vous avez avec vous le ministre, le président, le député. Jean-Louis Billon, le député. Jean-Louis Billon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je pense que vous êtes très attentif à l'actualité nationale en ce moment, fortement marquée par un débat autour d'une union d'élus et cadres du Grand Nord. Avez-vous entendu parler de cette initiative? Vous qui avez été un maire de Dabakala, aujourd'hui député, vous sentez-vous concerné par cet objet politique? Bon, il y a différentes unions qui existent dans le pays. On parle des cadres du centre, là, des cadres du nord. Mais je pense que le plus important à l'avenir, c'est de détribaliser la politique en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas que des Ivoiriens se sentent exclus du processus de développement. Or, trop souvent, nous avons vu ces dernières années la tribalisation de la vie économique, politique et sociale. Là, vous y allez fort, Jean-Louis Billon. Est-ce que vous pensez que, comme Toussaint Alain l'a dit, cet objet politique-là correspond à la crainte que vous avez? Ça correspond à la crainte que j'ai. Et c'est pour ça que j'ai commencé par dire qu'il faut détribaliser la politique en Côte d'Ivoire. On regarde les partis politiques, ils sont tous teintés avec une dominante régionale. Il faut qu'on en sorte. Et que le débat d'idées prenne le dessus sur la religion, sur l'origine ethnique ou autre chose. Est-ce que vous auriez aimé que ces élus, dont font partie d'ailleurs le maire de Yopougon au sud et celui de Koumassi également au sud, aimeriez-vous que ces responsables politiques renoncent à ce projet? Tout simplement la détribalisation. On ne peut pas rester aujourd'hui, en 2021, sur une donne tribale. Encore une fois, trop d'Ivoiriens se sentent exclus du processus de développement, tout simplement parce qu'ils n'appartiennent pas à l'ethnie dite au pouvoir. Mais le cadre, pour passer encore 2 minutes là-dessus, le cadre, c'est un cadre de rassemblement des cadres et élus des régions. Donc on n'est pas forcément dans quelque chose de tribal. Pourquoi ce soupçon-là alors que ça existait déjà? Non, quand vous êtes au niveau du handball, par exemple, chez moi, c'est assez circonscrit, ou bien vous êtes de Yamoussoukro, c'est assez circonscrit. Mais prendre toute une zone, c'est-à-dire la moitié de la Côte d'Ivoire, et dire nous avons ensemble une charte, vous n'êtes pas élu du Nord, vous êtes élu de la nation. Donc il faudrait supprimer les associations qui existent aussi au centre, par exemple. Enfin, supprimer de façon... Je pense que quand elles sont circonscrites, dans des endroits beaucoup plus petits, où on se retrouve entre copains, il n'y a pas de problème. Mais à vouloir en faire une donne nationale, ce n'est pas forcément bon. Très bien. D'un mot, pour en finir avec ce chapitre, le week-end dernier, justement, le handball a accueilli une manifestation de soutien au président de la République.
Vous n'étiez pas de la partie, pourquoi? Vous avez boycotté ou vous ne vous sentez plus membre de cette région ou responsable? Non, je suis de cette région, mais il faut savoir que l'Assemblée est en session en ce moment, hein, d'une part. C'est un peu facile comme argument. Et d'autre part, c'était quand même fortement teinté RDR. On va vous dire oui, bon, c'est pas politique. Il fallait être républicain. En tant que député, vous auriez pu être là-bas pour magnifier les actions du chef de l'État. En tant que député, ma présence appartient à l'Assemblée nationale en ce moment. Tout à fait. Et nous sommes en session. Je suis président d'une commission qui reçoit assez régulièrement pour les questions de santé, les questions sociales, les questions de population. Donc, on n'est pas toujours là pour festoyer au niveau de la politique. Hein. Voulez-vous parler de politique? Donc, on va aborder Jean-Louis Billon, l'homme politique. Comment il arrive dans la politique, sachant que vous étiez quand même un acteur économique important, après président de la Chambre d'industrie de Côte d'Ivoire. Fallait-il vraiment que dans votre trajectoire, vous vous retrouviez sur le chemin de la politique, absolument, vu les réussites que vous aviez? Bon, il faut voir l'environnement dans lequel nous sommes. Quand je suis rentré des États-Unis en 1995, tout de suite dans le groupe familial, on a commencé à travailler. Et très vite, je me suis rendu compte que nous avions des problèmes de compétitivité au niveau des entreprises, mais pas seulement dû à l'entreprise que nous dirigions, mais à l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. D'où mon engagement patronal, mon engagement au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie. Je suis d'une région d'Abakala, la région du Yambol, qui est une région que je dirais laissée pour compte dans le processus de développement. Beaucoup de pauvreté et en retard. Donc je me suis engagé très tôt avec le groupement pour les intérêts du département d'Abakala. Et c'est comme ça que par des actions sociales, nous avons commencé et j'ai accédé à la mairie. Ensuite, la chambre de commerce. Voilà la trajectoire. Très vite, je me rends compte que notre économie, nos entreprises, dans un environnement plus adapté, dans un environnement plus moderne, ces entreprises-là seront plus compétitives, seront plus performantes. Et ce que je disais hier est encore valable aujourd'hui. Tout ça là. Est-ce que votre passage au gouvernement vous a permis de voir l'apport qui aurait pu être le vôtre? Parce que vous êtes resté quelques années en tant que ministre du Commerce. Ça m'a permis de voir, ça m'a permis aussi de me rendre compte que ce n'était pas aussi simple, surtout la combinaison dans laquelle nous étions au niveau du gouvernement. Il y a déjà un programme établi qui n'était pas forcément le mien, pas forcément mes idées. Jean-Luc Billon ne pouvait pas dire ça, parce que vous faisiez partie justement de la coalition qui a conçu le programme de gouvernement d'Alassane Ouattara. Non. Non, le RHDP a préexisté un peu avant son arrivée au pouvoir. Le RHDP, il faut voir qu'il y avait un programme de gouvernement dans chaque parti politique. C'est au niveau du deuxième tour qu'il y a eu le RHDP, mais clairement, le candidat vainqueur était celui du RDR, donc c'est son programme qui est en application. Essentiellement, nous avons accompagné, pas forcément d'accord avec tout, mais nous assumons cela. Une petite chose sur votre passage à la mairie. En tant qu'acteur économique et de la société civile, la mairie aurait dû être pour vous, j'allais dire, un lieu d'expérimentation de ce que vous vouliez, parce que vous avez l'ambition présidentielle. Mais c'est à quel niveau ou à quelle dose avez-vous pu mener cette expérience, justement, de ce qui peut être la méthode Billon ou la politique Billon? Alors, élu en 2001, rébellion en 2002, donc en un an, c'était un petit peu difficile. Mais quand même, très vite, les habitants d'Abakala se sont rendus compte, nous étions déjà confrontés au problème d'eau, et que nous avons eu à traiter au niveau de la ville de Dabakala pour que l'eau soit une réalité pour tout le monde. Aujourd'hui, en 2021, plus de 20 ans après, nous n'avons toujours pas d'eau courante. Pas d'eau courante. Pas d'eau courante. Une des raisons pour lesquelles vous ne m'avez pas vu à Katiola, je ne pouvais pas aller accepter que l'on fasse la promotion, les éloges d'un régime pendant que nos populations sont dans la pauvreté, vous avez été au gouvernement, dans la misère. Quand même, vous n'avez pas pu poser toutes ces doléances au niveau du gouvernement, vous n'êtes responsable que de votre département. Oui, mais en tant qu'acteur politique ayant de l'influence... Je n'ai pas arrêté de m'en plaindre. Chaque fois, on vous parle des problèmes de budget, de ceci, de cela. C'est peut-être vrai. Je sais qu'il y a des investissements en cours. Mais il faut voir les priorités. Et dans les priorités, il y a le bien-être des populations. Et trop souvent, on oublie les populations, on oublie l'intérêt général
pour faire parfois de l'épate un petit peu. Alors, et ça, je le regrette. Je vais juste vous poser une question qui rapporte un peu à l'éthique. Quand on est dans une famille politique, on soutient aveuglement, excusez-moi, entre guillemets, l'action de la famille. Et une fois qu'on n'est plus membre de cette famille politique, on peint en noir tout ce qui est fait. Est-ce que cela Alain, est acceptable en politique? Tous ceux qui me connaissent savent que quel que soit le régime politique, quelles que soient les alliances politiques, en ce qui me concerne, j'ai toujours eu un franc-parler et une vérité de dite. Ce qui m'a posé des problèmes sur certains sujets, mais au moins j'ai eu l'honnêteté de dire la vérité. Et l'histoire me donne raison par la suite. Je voudrais quand même relever une contradiction, enfin, par rapport à ce que vous dites, des propos. En 2015, vous étiez, j'allais dire, farouchement engagé pour le parti unifié. Vous l'avez plus ou moins dit, donc soyons plus pragmatiques en matière économique pour favoriser, donc justement, j'allais dire, le maintien d'Alassane Ouattara dans un groupement qui pourrait être le parti unifié. Et après, vous avez changé d'option. Ça aussi, ça peut semer le trouble. En 2015, ma position a toujours été claire. Je dis que le parti unifié existe déjà, il s'appelle le PDCI-RDA. C'était le parti d'origine, il y en a qui sont partis, et si on estime qu'il n'y a plus de problème, revenez au PDCI et nous n'avons pas de problème. Seulement, ces personnes-là ont refusé pour faire le RHDP, et il y en a qui m'ont dit on ne veut pas que le RDR disparaisse. Ok, nous aussi, nous ne voulons pas que le PDCI disparaisse. Mais bon. Est-ce que finalement, ce n'était pas une alliance de circonstances en 2010, juste pour dégager l'ancien président et partager le pouvoir, et en cours de chemin, vous constatez finalement que vous n'avez que des divergences entre vous, et que tout ce qui vous unissait, c'était juste de changer le régime? Non, je pense qu'il y avait un vrai dessein, sauf qu'en cours de route, il y en a qui ont voulu autre chose, et nous ne l'avons pas accepté. Donc à partir de là, nous avons eu l'honnêteté de dire non, nous ne voulons pas. En ce qui me concerne, c'était inconcevable que le PDCI-RDA disparaisse. Bon, on a vu aujourd'hui le RDR est supposé avoir disparu. Ouais. Mais quand on voit au niveau du RHDP l'équipe mise en place pour la réforme, bon, c'est une équipe ex-RDR. Là, vous parlez de la restructuration même. Oui. La gouvernance aujourd'hui, il y a plein d'anciens du PDCI, il y en a un qui est Premier ministre, il y a d'autres qui occupent des postes importants, donc on ne peut pas... la critique ne me paraît pas correspondre à totalement à la réalité. Pour restructurer un parti qui est supposé être un parti d'unification, je suis désolé. Vous pensez que là, le président Alassane Ouattara a fait appel au vrai cacique du RDR? Non, mais je ne pense rien du tout, je constate. Très bien. Alors, toujours restons dans la politique, mais évoquons justement le renouvellement de la classe politique. On vous a vu dans un premier temps approuver que le président Henri Konan Bédié soit candidat de votre camp politique. Après, on a senti que vous vouliez que ce soit vous. En fait, vraiment ma question c'est... À quel moment? Vous vouliez être président, vous vouliez être candidat pour le PDC, pendant que le président Henri Konan Bédié était toujours un potentiel candidat. Non. Vous parlez de l'élection de 2020. L'élection de 2020, oui. En 2020, clairement, je partais pour demander le soutien du parti PDCI. Très bien. Et on attendait que toutes les candidatures soient sur la table. À partir du moment où le président Bédié a décidé d'être candidat, moi, je me suis retiré. C'est ce qui s'est passé en disant je me retire pour venir à la prochaine. C'est là où je vais vous poser la question. Quel est votre attachement à la question du renouvellement, du coup? Je dis, franchement, vous voulez le renouvellement, enfin, vous n'êtes pas attaché plus au président Bédié qu'au renouvellement qui peut avoir un rejaillissement sur l'ensemble de notre pays. Le renouvellement va intervenir, il interviendra en 2025. Donc vous n'êtes pas sans savoir que j'ai déjà... Avec votre candidature, par exemple. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai déjà annoncé ma candidature pour 2025. Ah, on a cru qu'on avait mal entendu pendant un moment. Est-ce que vous maintenez ces déclarations? Mais bien sûr. Bien sûr. Alors pourquoi êtes-vous allé à Daoukro? On a entendu que vous étiez allé vous excuser pour vos sorties médiatiques qui exprimaient clairement des ambitions présidentielles. C'est pas pour ça que je me suis excusé. Donc encore une fois, vous êtes titrologue et ça c'est dommage. Hein. Un peu. Il faut pas être titrologue. Ma candidature est maintenue. Je suis allé voir le président Bédié parce que certains sont allés lui dire oui, le jeune est en train de parler de renouvellement de génération et il voudrait prendre votre place au niveau du PDC. Je dis non, monsieur le président. Vous connaissez mon ambition, je l'ai exprimée depuis fort longtemps et j'en ai parlé avec vous. Oui. Donc vous êtes candidat à la candidature du PDCI?
Parce qu'on suppose qu'il y aura des primaires. Bien sûr. Bon. C'est un peu la même rengaine, parce que jusque-là, le président Henri Konan Bédié n'a pas annoncé les couleurs. On sait qu'il est le chef du parti et que... Vous savez, je vais vous dire. Vous êtes omnibulé, semble-t-il, par le PDCI-RDA. Non, pas du tout. Pas du tout. Laissez-moi. Il est bon de vous taquiner un petit peu, mais c'est normal. Ça vient, vous allez voir. C'est la plus belle formation politique et c'est normal que cette formation vous fascine autant. Mais l'exercice que nous sommes en train de faire au PDCI doit se faire dans les autres partis. Ouais. Le renouvellement dont on parle doit se faire dans les autres partis politiques aussi. Il ne s'agit pas que du PDCI. Au niveau du PDCI, les jeunes sont déjà en place. Ils se préparent, nous nous préparons tous ensemble pour 2025. 2025, pour nous, est un passage de flambeau. Mais nous, au moins, on a le courage de le dire. Il faut que ça soit dit au niveau du RHDP. Parce que le renouvellement, pour moi, il est hors de question que l'on vienne nous parler d'un 4e mandat. Alors, par exemple, quand on voit le président Bédié à la tête d'un parti qui veut faire la promotion des jeunes, cela ne vous semble pas antinomique, un peu étrange quand même, que cette personnalité, vu son âge et le service déjà rendu à la nation, soit encore en capacité de diriger ce parti? Non, pas du tout. Regardez l'histoire du PDCI-RDA. Vous avez le président Félix Houphouët-Boigny. Qui est-ce qui a fait la promotion des jeunes? C'est le président Félix Houphouët-Boigny. Et aujourd'hui, vous avez le président Henri Konan Bédié. À la suite du colloque que nous venons de terminer, qui clôturait les 75 ans du PDCI, qui engage une série de réformes pour nous préparer justement pour 2025. Et si nous tenons à sa présence, c'est parce qu'il est le garant de cette unité et de l'existence même du parti, qui était menacé d'être phagocyté par des rêves hégémoniques de notre parti, et nous sommes levés contre cela. Imaginez un seul instant, vous avez mentionné les cadres du PDCI qui sont partis de l'autre côté. Si ces cadres-là étaient encore présents et dans les instances dirigeantes du parti, ils auraient bradé le PDCI. Donc nous sommes un certain nombre qui nous sommes opposés avec le soutien du président Henri Konan Bédié, et nous tenons à ce qu'il reste là pour garantir cela. Alors, est-ce qu'il faut déjà comprendre par là que pour 2022, au Congrès extraordinaire, le président Bédié sera reconduit dans ses fonctions? En tout cas, s'il décide d'être candidat à sa succession à la présidence du parti, on n'aura aucune objection pour cela. Ce que le président Henri Konan Bédié est en train de préparer, c'est que les instances du parti se renouvellent, se renforcent. Et ça, il est important qu'il regarde cela. On a l'exemple quand même, parce que nous, on aime bien rappeler que nous sommes la plus vieille formation politique après l'ANC de Nelson Mandela, et Nelson Mandela était là jusqu'à la fin pour garantir que l'ANC et les acquis. On pourra peut-être revenir très rapidement sur le PDCI, mais comme nous sommes en train de parler aussi de renouvellement, je voulais connaître votre avis sur cette affaire de limitation de mandat, au niveau donc non seulement de l'âge, cette affaire de l'âge pour être candidat, l'âge de 15 ans. Alors, sur ça, il y a deux éléments, il ne faut pas qu'on occulte l'autre aspect. Il y a l'aspect occupation, justement, d'un certain nombre de fonctions dans l'administration, et puis il y a la présidence de la République. Sur tout ça, quel est l'avis de Jean-Louis Billon? Alors, ce n'est pas un nouveau débat, puisque dans la Constitution de 2000, la limitation avait été introduite. Très bien. Elle a été ensuite enlevée. Et maintenant, on parle de la remettre. Il y a même un député qui, lui, aura une proposition de loi pour soumettre à l'ensemble de l'Assemblée nationale que la limitation soit réintroduite. Mais la limitation peut sembler discriminée pour ceux qui sont plus âgés et qui veulent faire de la politique. Mais elle discrimine déjà ceux qui sont plus jeunes. Enfin, exact, c'est ce que j'allais vous dire. J'allais vous dire, pourquoi pas mettre aussi à 21 ans pour que ceux qui se sentent capables puissent accéder à la fonction. Donc c'est un vrai débat. Personnellement, je n'ai rien contre. Je suis surtout attaché à la limitation des mandats. Si la limitation de l'âge peut favoriser la limitation des mandats, c'est une bonne chose. Mais encore une fois, il ne faudrait pas qu'au dernier moment, on vienne nous sortir une interprétation de texte pour pouvoir faire un tel mandat, un tel mandat, un tel mandat. En 2016, vous aviez soutenu cette constitution. Vous avez manqué de vigilance par rapport à la formulation du nombre de mandats?
contre lequel finalement vous vous êtes dressé Non, il y a eu en 2020. alors, en 2016, il y a eu beaucoup de débats. Personnellement, je n'y ai pas participé parce que j'avais donné déjà tellement d'arguments que, pour tout vous dire, j'étais en mission aux États-Unis. On m'a demandé de rester en mission aux États-Unis pour ne pas participer au débat au niveau gouvernemental. Donc, il y avait d'autres arguments contre cette constitution. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop d'institutions et qu'il fallait faire attention à la notion de contribuable en Côte d'Ivoire. Très bien. Parce que toutes ces institutions, on les paye. Et qui est-ce qui les paye? Ce sont les contribuables, ce sont les acteurs économiques, créateurs de richesses, à qui on demande des efforts supplémentaires à chaque fois pour soutenir une classe politique que je trouve pléthorique. Jean-Louis Billon, on va être vraiment concret. La question sur ça, vous avez posé le cadre, mais la question, elle est simple. Vous avez un de vos collègues qui met sur la table la question de cette loi. Est-ce que Jean-Louis Billon va-t-il soutenir cette loi? J'y suis favorable. C'est clair là-dessus. Oui. Alors, M. Billon, est-ce que vous partagez le malaise des Ivoiriens face à ces manipulations continuelles, permanentes de la Constitution? En 2016, vous avez soutenu la nouvelle Constitution parce que vous étiez allié au président Ouattara et sans doute que les dispositions de la Constitution arrangeaient les affaires de votre champion, le président Bédié. Et puis, on repart encore pour une nouvelle couche de peinture. Est-ce que tout cela vous pense aller dans le sens de la construction d'un vrai État de droit? Si vous voulez mon avis, je pense que dans l'état actuel des choses, il faudrait que la Constitution que nous avons aujourd'hui soit revue avant 2025. D'accord. Qu'on enlève tous les aspects confligènes de cette Constitution. Lesquels, par exemple, en dehors de l'âge et du nombre de mandats? Bon, déjà, la question d'interprétation. Là, on nous a dit, non, on peut faire un troisième mandat, la Constitution le permet, avant ça, on disait la Constitution... Non, il faut que la Constitution soit très claire là-dessus. Vous prenez la Constitution américaine, on vous dit, il ne faut pas avoir été plus de 2 fois président. Voilà. C'est clair. Bon, tout ça, ça va être dans la main de ceux qui sont engagés dans, on va dire, cette réforme constitutionnelle ou, je ne sais pas si ça va être une révision, enfin, on attend de savoir les termes exacts. Mais c'est vous les législateurs, hein. Oui. Vous êtes député, donc c'est vous qui décidez aussi. C'est nous, mais je pense que quand même, pour une réforme aussi importante, il faudrait que ça passe par référendum. Par référendum, c'est votre choix. Parlons de sujets aussi que les Ivoiriens attendent, ils attendent les hommes politiques comme vous là-dessus, c'est la réconciliation. Pour vous, c'est quoi la réconciliation en fait? Elle se traduit comment la réconciliation? Alors la réconciliation nationale est le sujet raté du régime en place. Nous avons, depuis 2011 jusqu'à ce jour, nous n'avons pas eu de véritable processus de réconciliation. Vous pensez qu'avoir fait revenir Laurent Gbagbo, permis à pas mal de nos concitoyens qui étaient à l'étranger de rentrer, réhabiliter certains à des postes qu'ils avaient dans la fonction publique, vous pensez que ce n'est pas... Au bout de 10 ans, vous n'êtes pas sérieux. Non, c'est le temps qui vous dérange ou c'est le fait que ça n'ait pas été fait? Je veux juste savoir, c'est une question. Non, c'est que ça n'a pas été fait et ce n'est toujours pas fait. Et je ne parle pas d'une réconciliation seulement entre acteurs politiques. Je vous parle d'une réconciliation entre les Ivoiriens et leurs institutions, pour que les Ivoiriens aient confiance en leur système judiciaire, aient confiance en leurs institutions en général. Ça peut être quoi la méthode Jean-Louis Billon là-dessus, de façon concrète? Qu'est-ce que vous auriez pu faire concrètement, en tant que président Billon, pour justement rassurer les Ivoiriens sur ces questions-là qui pourraient véritablement les réconcilier? Mais à un moment donné, il faudrait que l'ensemble, les leaders d'opinion religieux, les jeunes, les femmes, les acteurs politiques, la société civile, on se met tous ensemble et que l'on décide du type de société que l'on voudrait pour le futur au niveau de la Côte d'Ivoire. Ça s'est fait dans tous les pays modernes. Apporter des réponses à ce que nous avons comme problème, mais des réponses communes. On s'accorde là-dessus. Les questions foncières, les questions d'éthique, les questions de gouvernance. Tout cela doit être mis sur la table. Nous sommes d'accord, nous signons et nous avançons. Mais je prends par exemple, je parlais de la question foncière. On vous dit aujourd'hui, nous avons une loi, la loi de 1998, où on doit s'accorder entre le droit coutumier et tout pour être propriétaire terrien et avancer. Mais ça ne marche pas en pratique. Là où vous avez des chefferies bien implantées, respectées et une administration territoriale aussi autoritaire, ça passe. Partout où il y a faiblesse, ça ne passe pas
et on ne vous reconnaît pas ça. Monsieur Et on Bion, vient vous vous êtes demander des député. droits, on vient vous demander, oui. C'est On ce ne que va je- pas, on c'est va ce pas que faire j'allais encore lui un grand demander. raout, conférence nationale, etc. Écoutez-moi, depuis 6 mois, Oui, vous me posez la question. Oui. La question ne m'a pas encore été posée très bien. au niveau de l'Assemblée nationale. Mais vous pouvez Mais je susciter une viens- proposition de loi. vous venez de dire quelle serait votre méthode. Je vous donne un exemple. Très bien. Je vous donne un exemple au niveau du foncier. Pourquoi veut-on faire différemment en Côte d'Ivoire de ce qui se fait partout dans le monde? Mais parce qu'on peut également expérimenter notre propre voie. Bon, ça ne marche pas. Et nous avons un cadastre urbain, on peut avoir un cadastre rural. Et à partir de là, lorsque vous achetez une terre, vous payez les taxes foncières là-dessus et vous jouissez de tous les droits de propriété. Vous pouvez transmettre, vous pouvez hypothéquer cette terre-là, obtenir un emprunt bancaire et pouvoir développer une activité économique. Ce sont des choses qui n'existent pas. Je vais vous demander, M. Billon, depuis votre élection comme député en mars dernier, combien de fois êtes-vous retourné dans votre circonscription? 2 fois. 2 fois en 6 mois. 6 mois. Oui, C'est peu. oui, c'est peu. Parce Mais que ces questions dont vous parlez, vous pourriez Vous savez pourquoi? initier des audiences avec vos électeurs vous savez pourquoi? et peut-être les remonter à votre groupe parlementaire, par exemple. Vous savez pourquoi? Non, Parce qu'en ce dites-moi. moment, le Parlement est en session. La session se termine au 31 décembre et entre le 1er janvier et le 31 mars, nous sommes en vacances parlementaires et c'est à ce moment-là que nous sommes Mais supposés vous pouvez aller le être week-end, on a de régulièrement belles routes en dans- Côte d'Ivoire, dans- dans la- semble-t-il, dans la hein, circonscription. les infrastructures, vous pouvez Abidjan. Ouais, elles ne sont pas si belles que ça. Mais ceci dit, vous me dites ça, je suis assez régulièrement chez moi. D'accord. Dernièrement, c'est parce que nous installions l'Assemblée nouvelle, nous faisions le bureau et tout ça. C'est pour ça. À ce Parce moment-là, qu'en fait, j'insistais là-dessus parce qu'on a le sentiment que le principe de la réconciliation, style conférence nationale, est la panacée, alors qu'on a des institutions, on a des cadres. Vous êtes député au Parlement, on l'a dit tout à l'heure, et vous pourriez prendre des initiatives. Non, écoutez, soyons sérieux. Nous avons connu une crise importante en Côte d'Ivoire et nous continuons comme s'il ne s'était rien passé au niveau de la Côte d'Ivoire. Non, il faut tirer les conséquences de la crise ivoirienne, s'asseoir et trouver des solutions de sorte qu'on ne revive plus ce que nous avons vécu. Est-ce que ça il y a passe par tellement- une conférence Il y a nationale des tellement présidents de sujets, il y a tellement de sujets. Oui, Un sujet, par exemple, qui m'exaspère le plus, d'accord. la carte nationale d'identité. Est-ce que vous trouvez normal que c'est à la veille d'une élection que l'on émette les cartes nationales d'identité, alors que Mais ça c'est a vous qui été un faites la loi. sujet, Vous ça a êtes été un député, sujet. c'est vous qui faites la Ça, loi. je ne l'étais pas à l'époque. Mais donc prenez des initiatives. Non mais attendez, ça c'est administratif. Je vous parle d'une carte d'identité Oui, mais qui existait Oui, mais à une l'époque. loi peut Non, mais il n'y a, réglementer, pas besoin de loi, elle organiser. existe déjà. Oui. Maintenant, on parle de l'application. Oui. Comment Est-ce Non, que, mais vous tous trouvez- les jours, est-ce que vous trouvez monsieur, normal que attendez, vous mais n'ayez tous pas les de- jours, on fait des cartes nationales d'identité dans ce pays quand même. On n'attend pas les élections. Parce que hier, il y a eu encore Non, mais certains de nos attendez, concitoyens le processus, qui ont récupéré leur le carte. processus a repris quand? Il a repris en 2019-2020. Donc c'est à vous Bon, d'exiger. et Très bien. qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans? Rien. D'accord. Juste avant de marquer notre pause, il faut qu'on revienne sur une question politique importante. C'est bien sûr la désobéissance civile. Vous avez été un des acteurs de cette période de désobéissance civile. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, vous pensez que vous n'auriez pas dû? Non. Il faut voir ce qui a apporté la désobéissance civile. Encore une fois, je dis, il faut que les textes que nous édictons soient respectés, soient lisibles, qu'on ne vienne pas avec une interprétation et que Jean-Louis Billon, élu président dans quelques années, vienne vous dire « je vais commencer le premier mandat de la 18e République ». Voilà. Sinon, à ce moment-là, il y aura une désobéissance civile. Donc, pourquoi est-ce que nous n'avons pas de texte? Donc, forcément, il y a des frustrations. Et les ingrédients de crise sont mis en place lorsqu'on ne respecte pas les textes. On est d'accord, on nous offre un cadre de contestation, mais là où ça va être compliqué, c'est quand on va demander à certains de nos concitoyens de s'opposer à d'autres qui veulent exprimer librement leur droit au vote. C'est ça que ça. Le terme désobéissance civile, il est trop beau, c'est nous qui l'avons marqué ici, en demandant à certains de nos concitoyens de s'opposer à d'autres. C'est sur ça, justement, que nous voulons que vous réagissiez. Comment avons-nous pu demander à des frères de s'opposer à d'autres parce que ces derniers voulaient juste aller voter? Non, mais ceux qui ont voulu aller voter sont allés voter.
que je sache. Bon, il y en a qui ont boycotté. Ouais. Très bien. Mesdames, Messieurs, vous êtes face à la Côte d'Ivoire et la personnalité qui est face à vous, c'est Jean-Louis Billon. Jean-Louis Billon qui parle avec vérité, quelquefois taquin. C'est ça aussi nos hommes politiques. Il s'exprime franchement et cela se passe, vous le savez, sur Live TV, la télé sans filtre. Et nous tenons véritablement à cette caractéristique de votre chaîne préférée. On vous retrouve dans un instant, juste après une pause. Retour sur le plateau de Face à la Côte d'Ivoire avec Jean-Louis Billon. Nous parlons bien entendu de politique. Il nous a développé dans la première partie de notre émission sa vision de la politique, sa vision des mouvements qui concernent en ce moment le PDCI. Et Jean-Louis Billon a également exprimé sa position face au projet ou à la proposition de loi à venir concernant justement la limitation d'âge. Alors, je voulais préciser que Live TV est une télévision, comme vous l'avez constaté, sur laquelle s'expriment toutes les sensibilités politiques. Et ce sont régulièrement donc, des invités venus de divers partis politiques qui s'expriment sur notre antenne. Nous allons maintenant passer la parole au public. Vous êtes nombreux à nous regarder. Vous êtes également nombreux à réagir via les réseaux sociaux. Et on a également le public dans la salle qui pourrait également poser des questions à notre invité. Instant public. C'est ce moment-là que vous attendez. Vous êtes là, vous êtes dans cette salle. Et cette émission a pris une telle puissance que nos confrères, certains de nos confrères sont là, profiter justement du plateau que nous leur offrons pour poser des questions à nos invités. Est-ce que nous avons dans le public un invité, Toussaint Alain? Oui, une question, pardon. Une question dans le public là-bas. Allez-y. Okay. Bonjour, Monsieur Billon. Bonjour. Oui. C'est Cheikh Diaby, chef d'entreprise. D'accord. OK. Alors, j'ai deux questions pour vous. La première, dans le discours de clôture du colloque du PDCI-RDA, le président Henri Konan Bédié a ignoré la question de retraite politique. Pourtant, vous, Monsieur Billon, vous avez annoncé votre candidature. Je voudrais savoir si le PDCI ne retenait pas votre candidature, est-ce que vous irez en indépendant, comme c'était le cas pour KKB? Maintenant, la deuxième question. Oui. Le PPACI de Laurent Gbagbo se revendique d'être socialiste, panafricaniste et souverainiste. Comment pourrait-il faire une alliance avec le PDCI qui est libéral? Je voudrais savoir si c'est pour combattre le RHDP comme ça a été le cas en 2010 avec le RDR. Très bien. Ma deuxième question. Très bien, Monsieur Billon, vous allez répondre à cette question de Alors, là, sur la première question, le président Henri Konan Bédié, dans son discours de clôture, parlait du PDCI. Et au niveau du PDCI, la restructuration dont on parle concerne le PDCI et pas le niveau national. Hein. Moi, je vous parle d'un renouvellement de génération et ce renouvellement se fera en 2025. Mais là, dans l'immédiat, ce à quoi s'est attaché le président Henri Konan Bédié, c'est la restructuration du parti et le prochain congrès qui aura lieu en 2022. Hein. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de Mais la question de notre téléspectateur est précise. C'est précise. Il n'a pas évoqué la question de son retrait politique, de la retraite politique. Ah mais il ne prend pas de retraite politique, puisqu'il est le président du PDCI-RDA. Ouais. On n'interdit pas à une personne de plus de 75 ans de faire de la politique. Moi, je parle de la gestion de la chose publique, de la gestion des affaires de l'État. C'est en ce sens-là que la limitation d'âge intervient. Mais vous ne pouvez pas empêcher un acteur d'écrire un livre, même à l'âge de 100 ans. Très bien. Ça, alors, pas, sur pas un problème. l'alliance avec le PPA, il parlait avant cela de ma candidature. Oui, moi, je serai candidat pour avoir la nomination du PDCI. Et je ne me mets même pas dans la position de dire si je ne suis pas choisi, je me bats pour être choisi et je gagnerai avec le PDCI.
Alors, l'alliance avec Voilà. le Maintenant, parti de Gbagbo. je salue le retour de Laurent Gbagbo et le fait qu'il se batte à nouveau pour laisser un héritage politique. C'est ce que j'ai compris dans sa démarche. Le FPI qu'il a laissé en partant a été pollué par rapport à ses idées politiques. Donc, il l'abandonne, il crée un nouveau parti, il annonce que ce parti est un parti de gauche. Laurent Gbagbo a toujours été un homme de gauche. Il fait partie de l'Internationale socialiste et il a toujours affirmé cela. C'est clair, c'est un débat d'idées. Le PDCI est un parti de droite. Moi, je dis même pas ceux qui se revendiquent du libéralisme pur et dur, c'est le RDR. Nous, c'est le côté libéral, conservateur par rapport aux valeurs ivoiriennes, aux valeurs africaines et en préservant notre africanité tout en allant vers le développement, sans oublier nos traditions et notre culture. Et comment vous allez cohabiter avec le parti Alors, de Gbagbo? maintenant, le panafricanisme, c'est une bonne chose. C'est le pendant du RDA, c'est le Rassemblement démocratique africain, qui était déjà le côté panafricain. Donc de ce côté-là, nous avons une alliance. Et puis, est-ce pour faire partir le RHDP? Clairement, oui. Clairement, oui. Nous voulons un changement de régime. Et sur la base de quel Oui, projet? oui, Parce que c'est tout ça. Vous-même, c'est vous quoi vous le êtes plaint projet? tout à l'heure que vous vous êtes retrouvé dans un gouvernement alors que vous ne portiez pas le projet. Et là, vous êtes en train de reproduire la même mécanique. Enfin, pourquoi ne pouvons-nous pas être vraiment très clairs dans nos idéologies politiques? On n'est pas du même bord, puisque de toutes les façons, on gouvernera. Et quand on va gouverner, ça va poser problème. Pourquoi on se lance justement dans cette voie, M. Billon? Il faut savoir comment on le fait. Mon point de vue, lorsqu'on a une alliance comme cela, encore une fois, celui qui arrivera en tête est celui qui aura le lead au niveau de la gestion du pays. À lui de savoir comment il combine les alliances de sorte que les forces centrifuges ne s'antagonisent pas. Mais son projet est celui qui doit être le projet dominant. Donc s'il arrive que c'est la gauche, ben, ce serait une politique de gauche qui sera mise en place. Et s'il arrive que c'est le PDCI, ce serait une politique de droite qui sera mise en place. OK. Très bien, on va encore se retourner vers notre public qui continue donc de se préparer pour les questions. Allez-y, monsieur, présentez-vous et posez votre question. Bonsoir, monsieur le ministre. Je suis Jean-Louis Fato, génie civil, option bâtiment et leader d'une association interethnique. Ma question est la suivante. Une loi sur les startups est en cours d'approbation au niveau de l'Assemblée nationale. Quels seraient les avantages de cette loi sur le développement de l'entrepreneuriat des jeunes et l'impact positif sur l'économie ivoirienne? Merci. Alors, vous voulez prononcer sur la loi ou bien sur votre propre projet concernant Non, déjà en tant que la loi. politique et homme d'affaires. Ce que j'allais dire, c'est que la loi est sur la table, on ne l'a pas encore traitée. Donc je ne peux pas vous parler de cette loi puisqu'on ne l'a pas encore traitée. Mais par contre, au niveau de l'entrepreneuriat, moi, je défends toujours l'entrepreneuriat. Et je veux un environnement, que ce soit pour les startups ou pour les entreprises existantes, qui soit favorable à l'épanouissement des entreprises. Je trouve que les entreprises ivoiriennes sont trop bridées et qu'il faut qu'on fasse la promotion de l'entrepreneuriat avec tout ce que ça comporte. L'accès au financement, la compétitivité des entreprises, réduire les charges sociales de l'entreprise, réduire le niveau général de l'impôt, c'est possible en Côte d'Ivoire tout en améliorant les recettes fiscales. La méthode appliquée aujourd'hui n'est pas bonne. Nous avons certes un régime libéral en place, mais un régime libéral qui a une pression fiscale plus forte que le régime socialiste que nous avons connu sous Laurent Gbagbo. Ça, c'est le chef d'entreprise qui parle. C'est le chef d'entreprise qui parle de vécu. Et tous les chefs d'entreprise présents en Côte d'Ivoire vous diront la même chose. Non, mais ils nous diront la même chose. Ceux qui ont connu les deux périodes vous diront la même chose. Mais, là, M. Billon, on va ouvrir... Et ça bride l'entreprise, ça bride les startups. Non, mais en même temps... Il y a des principes que nous avons, oui, allez-y. Et pourtant, l'administration fiscale ne les applique pas. On vous dit, une entreprise en gestation, naissante, elle ne doit pas subir de contrôles fiscaux les 3 premières années. Plein d'entreprises
vivent ces contrôles fiscaux-là dès la première année d'existence. Très bien. Mais sur cette question, quand même, vous êtes chef d'entreprise, on l'a compris, mais vous êtes homme politique, vous connaissez l'importance de l'impôt. C'est autour de l'impôt, justement, qu'on va recueillir les fonds de l'État pour permettre, justement, à l'économie de bien fonctionner. C'est avec ça qu'on va construire des hôpitaux, qu'on va renforcer, justement, les plus faibles de notre système. Et donc, je ne comprends pas votre position par rapport à notre taux d'imposition. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Mais vous trouvez que c'est élevé. Est-ce que, en contrepartie, cet impôt-là sert à financer les constructions de routes, sert à financer des hôpitaux? Enfin, c'est de ça qu'il est question. Oui. Donc, mais pour ça, il faut qu'on ait des entreprises en bonne santé. À partir du moment où vous avez un impôt qui bride l'économie nationale, qui affaiblit les entreprises, vous avez moins d'entreprises. Et vous avez plus de personnes qui restent dans le secteur informel ou dans l'économie parallèle pour se soustraire à l'impôt. À partir de là, vous avez moins d'impôts. Et je reste persuadé qu'en Côte d'Ivoire, on peut réduire la pression fiscale et augmenter les recettes fiscales. Mais donc, il faut peut-être travailler à plus d'efficacité dans la collecte de l'impôt, alors. Peut-être élargir bien sûr, la base de ceux qui contribuent. Sur ça, ça peut être quoi votre proposition concrète? Mais il y a un économiste, et non des moindres, qui s'appelle Arthur Laffer, qui a dit « Les hauts taux tuent les totaux ». En clair, des taux importants de fiscalité tue le total de recettes fiscales. Voilà. On va encore se tourner vers notre public. J'avais annoncé des confrères, j'espère qu'ils sont là pour poser des questions. Dans le public, vous avez le micro. Allez-y, présentez-vous et posez votre question. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Je suis Jean-Yves Gué, président de l'association. À la base, je voulais centrer donc ma question sur la limitation de l'âge parce qu'elle exclut donc les jeunes qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans. Pourtant, on peut donc proposer un programme de gouvernement. Mais je veux savoir, pour vous, c'est quoi le jeune? C'est quoi le jeune, en vrai? Vous avez compris la question? Pour vous, c'est quoi le jeune? C'est qui le jeune? Ah, c'est qui le jeune? C'est qui le jeune? En termes d'âge, en termes de... C'est qui un jeune? Un jeune, au final, dans notre pays, puisqu'on commence à 40 ans. Un jeune en Côte d'Ivoire, pour moi, c'est quelqu'un qui a moins de 35 ans. Et ce jeune qui a moins de 35 ans? C'est clair. Moins de 35 ans. Le président des jeunes de votre parti a moins de 35 ans? Le président des jeunes de mon parti a moins de... Oui, je pense, oui. Vous pensez? Vous n'êtes pas certain? Il y a plusieurs... Oui. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes de 50 ans dans les partis c'est-à-dire politiques. qu'il faut voir que nous avons plusieurs présidents. Il y a la jeunesse estudiantine et scolaire, la jeunesse rurale, la jeunesse urbaine. Très bien. N'hésitez pas, mesdames, messieurs, vous êtes chez vous, vous êtes devant Facebook, vous êtes devant donc, les réseaux sociaux, vous êtes devant la télé. N'hésitez pas à poser vos questions que nous allons relayer dans un instant, juste après cette courte pause. Jean-Louis Billon, secrétaire exécutif chargé de l'information, de la communication, de la propagande du PDCI-RDA est face à la Côte d'Ivoire ce soir. Il répond aux questions d'André et aux miennes également. Nous repartons vers les internautes. Question Facebook. Est-ce qu'on peut nous afficher les premières questions? Alors, M. Billon n'est-il pas hors-jeu dès l'instant où M. Gikawe dit soutenir une candidature du président du PDCI? Non, le secrétaire exécutif en chef, Maurice Kakou Gikawe, a parlé du Congrès et de la candidature du président Bédié à sa reconduction comme président du parti. Mais la question de notre internaute, c'est qu'in fine, on sait bien que le président du parti est quand même celui qui est pressenti pour être le candidat. C'est la coutume. Et je vous dis qu'en 2025, que ce soit au niveau du PDCI, indépendamment de Jean-Louis Billon, il y aura un renouvellement de génération. C'est souhaitable et le président Henri Konan-Bédié lui-même met tout en place pour un passage de flambeau apaisé au niveau du PDCI. Est-ce que vous avez évoqué déjà la question de 2025 avec le président Bédié? Est-ce qu'il vous a dit ses intentions? Est-ce qu'il a dit vous apporter son soutien? Écoutez, pour nous faire ses confidences? J'ai parlé au président Henri Konan-Bédié. Il est bien au courant de mon ambition et il est un arbitre. Il y aura peut-être d'autres candidatures. Donc vous confirmez ce soir qu'il ne sera pas candidat en 2025? Il le dira certainement à un moment donné. Parce que vous dites qu'il sera arbitre, donc quelque part...
Et non seulement, je souhaite aussi que le président Ouattara ne soit pas candidat et que le président Laurent Gbagbo ne soit pas candidat. Non pas que je veuille m'immiscer dans la gestion de leur carrière politique, mais il est important qu'à partir de 2025, une nouvelle génération accède à la gestion de la chose publique pour l'intérêt général de la Côte d'Ivoire et que cette génération soit la génération de ceux qui sont nés après l'indépendance. Très bien. Hein? Voilà. Sur ça, parce que vous parlez de cette confidence avec le président Bédié, vous nous avez tout à l'heure envoyé une petite pique à l'aide des titrologues. Bon, j'y reviens, vous savez, je suis connu pour ça. Vous avez dit vous-même au président Bédié, enfin, au sorti de votre entretien, ces derniers temps, l'actualité a essayé de nous opposer. C'est ça que vous avez dit, voyez-vous. Donc, au final, ce ne sont pas vos propos qui ont pu vous opposer, mais c'est plutôt l'actualité qui a essayé. L'actualité, ceux qui les tiennent, c'est les journalistes, etc. Donc, c'est pour ça que je voudrais revenir là-dessus. C'est le retour que certaines personnes, ou l'interprétation de certaines personnes. Mais pourtant, vous avez tenu ces propos, ils oui, étaient clairs. Oui. Absolument, que je suis candidat. Très bien. Ouais. Oui, donc l'actualité ne vous a pas opposé, mais c'est ça que les Ivoiriens veulent comprendre, ça. Jusqu'où vous êtes prêt à aller pour pousser votre parti à ne pas reproduire cet ancien schéma qui veut que le président, qui est d'une autre génération, puisse ne pas être candidat pour faire la place à une autre génération. Jusqu'où vous êtes prêt à aller, M. Billon? Bon, déjà, j'annonce ma candidature bien longtemps avant tout le monde. Ça donne le temps entre maintenant et 2025. Ce n'est pas un projet comme certains vont le faire au dernier moment, venir dire « je suis candidat ». Non, ça c'est lapidaire. Il faut penser au bien de la Côte d'Ivoire, il faut mûrir son projet, il faut se préparer pour cela et proposer aux Ivoiriens un projet de société qui assure un développement et un bien-être harmonieux à l'ensemble de la population. Et pour cela, il faut se préparer longtemps à l'avance, pas quelque chose qu'on improvise au dernier moment. Est-ce que vous avez confiance en la démocratie interne, justement? C'est ça aussi qui met en évidence aussi les difficultés de cette jeune génération comme vous. La démocratie interne, elle, est-ce qu'elle est prête à vous suivre, justement, dans cette volonté de renouvellement? Mais ce sera à moi de convaincre. Hein? Tout comme ce sera à moi de convaincre le peuple de me faire confiance pour demain. Nous avons un internaute qui s'est donc proposé à une question pour vous. Toussaint Alain? Le chat ivre, c'est un nom qui parle. Quand est-ce que les jeunes cadres du PDCI-RDA vont-ils faire front pour contraindre la vieille garde du parti à enfin se reposer? N'y a-t-il pas de problème de leadership entre ces jeunes loups qui veulent tous à la fois succéder au président Bédié? Jean-Louis Billon. Mais je ne suis pas sûr qu'on soit si nombreux dans le parti à vouloir succéder au président Bédié en tant que président de la République. Peut-être que les autres n'osent pas encore exprimer leurs ambitions. Je pense que la gestion d'un parti répond... Moi, vous me demandez à moi, est-ce que vous voulez être président du PDC? Je vais vous dire non. Parce que c'est une toute autre gestion, c'est une toute autre discipline. Mais à un moment donné, bien sûr, il va falloir avoir un renouvellement au niveau du PDCI. Et ça, le président Henri Konan Bédié passera la main au plus apte à gérer le parti. Est-ce que vous avez pressenti aussi chez d'autres de vos amis du PDCI quelques ambitions présidentielles? Oui, il y en a certainement. Des adversaires potentiels. On parle de Thierry Tano, on parle de Tidiane Thiam, qui pourrait revenir être l'enfant prodige. Enfin, comment vous voyez tout ça? Écoutez, moi je suis candidat, aux autres de se prononcer. Et au niveau du PDCI, aux militants de choisir. Mais la concurrence, elle n'est pas simplement interne, elle va venir aussi des autres partis politiques. Nous sommes en démocratie, il faudrait qu'il y ait des candidatures partout. Sur votre candidature, vous savez, je voudrais vous poser une question un peu plus personnelle. Vous pensez que votre candidature introduirait quoi dans notre paysage politique? Est-ce que quelqu'un pourrait dire comme ça, oh, c'est joli d'avoir un métis, quelqu'un qui est du Nord, un opérateur économique, quelqu'un qui est jeune? Comment, vous voyez, est-ce qu'il y a un signe comme ça pour vous qui pourrait marquer cette candidature? Je vous ai dit tout à l'heure, il faut détribaliser la politique en Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, ce n'est pas tant mon origine, tant mon aspect qu'il faut voir, mais la valeur et les principes que je vais défendre pour les Ivoiriens. Une société plus équitable,
plus de justice sociale, plus d'opportunités au niveau du monde des affaires pour que les jeunes puissent s'épanouir et savoir que leurs droits sont respectés et qu'ils pourront appliquer leurs devoirs dans une nation où il y a la liberté de penser et il y a une visibilité. Okay. Parce que trop de jeunes quittent la Côte d'Ivoire, quittent beaucoup de pays africains pour aller trouver réponse à leurs préoccupations ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ici, ils ne s'épanouissent pas. Alors justement, donc c'est possible. On a une question d'un internaute, je crois qu'il va s'afficher maintenant. Est-ce que là, non, on n'a pas la question, mais profitons-en pour évoquer un sujet. Parce que vous avez beaucoup parlé de droit, tout ça, mais la question aussi qui peut être fondamentale, tout ça, si vous permettez, c'est l'éducation, la question de l'éducation, et puis de façon quand même un peu connexe, et toutes ces questions liées donc au pouvoir d'achat des jeunes, à comment justement on permet à tout un chacun. Donc tout ça c'est lié. Est-ce qu'on est bien formé? Est-ce qu'on aborde très bien le marché de l'emploi? Quelle peut être la piste de solution, Jean-Louis Billon? Déjà, je vais vous dire, il faut commencer par la réconciliation nationale et la paix. Ensuite, réformer les régulateurs sociaux. Justice, police, gendarmerie, ce sont les régulateurs sociaux. Ouais. Que les Ivoiriens aient confiance en leurs institutions. À partir de là, vous pouvez réformer l'éducation, mieux formée, et une population mieux formée connaît ses droits et revendique mieux. Et ça, c'est souhaitable, parce que ça met une pression sur l'acteur politique pour qu'il rende des résultats. Ce n'est pas le cas aujourd'hui? Regardez, heureusement, bon, ça, je peux lui faire un compliment. Aujourd'hui, la ministre de l'Éducation a pris le problème à bras-le-corps pour réformer l'éducation nationale. Mais bon, c'est un gros chantier, hein, parce que l'éducation nationale, depuis la petite enfance jusqu'à l'université, est dans un état en Côte d'Ivoire qui est vraiment déplorable. Mais c'est la somme de tous les errements depuis 3 décennies, non, dès les années 90. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et aussi cette longue période de crise que nous avons connue et malheureusement la politisation de l'université et de l'école. Tout à fait. Moi, je voudrais, parce qu'on a évoqué donc ça, cette question de pouvoir d'achat, revenir un peu. Vous avez été ministre du Commerce. C'est quoi votre héritage? C'est vrai que vous avez dit que vous ne pouviez pas travailler, mais quand même, vous avez quelques marges de manœuvre. Oui, qu'est-ce que Jean-Louis Billon a pu laisser, justement, en tant que ministre du Commerce, dans cette réforme d'un secteur qui est si important pour nos concitoyens? La mise en place de la Commission de la concurrence. Oui. Vous voyez ce que la concurrence apporte comme bienfait pour le consommateur, en termes de qualité, en termes de prix. Je ne vais pas évoquer les marques et les ceci et les cela. Mais il y avait trop de monopoles et d'abus de position dominante et je me suis toujours battu contre cela. Je l'ai toujours dénoncé. Donc ça, c'est la première chose. Au niveau de l'artisanat, pour que les artisans aient un vrai statut. Au niveau des PME, oui. Le projet Phoenix. Mais ce projet, il faut le mettre en application. Ce n'est pas encore le cas. La promotion des PME pour faire en sorte que ces PME soient des entreprises solides, qu'il y en ait plus, qu'elles contribuent plus à l'effort national et à la contribution nationale. Mais il faut mettre en place ce qu'il y a dans ce projet-là. Je vous donne un exemple. Au niveau de l'État, appel d'offres, le projet dit clairement, la loi sur les PME dit clairement qu'il faut que 30% du marché aille à une PME locale. Mais c'est le cas, la loi le dit aujourd'hui. Pourquoi ce n'est pas appliqué? Les lois ne sont pas toujours appliquées, malheureusement. Mais pourquoi? Et l'agence des PME doit être là pour réguler tout cela. Et qu'il y a des surveillances. Je n'ai pas réinventé l'eau chaude. Oui. Ce sont des lois qui existent dans de nombreux pays et il y a toujours une agence qui vérifie et qui recadre. Très bien. Jean-Louis Billon, on va permettre à Toussaint Alain. On repart vers le public pour une dernière question avant de conclure cette émission. Allez-y. Bonsoir, M. Jean-Louis Billon. Il est indéniable que vous êtes un chef d'entreprise. Vous allez vous présenter parce que vous êtes un spectateur d'un autre genre. C'est vrai, je suis Élisée Volugueux, je suis journaliste. Je le disais tantôt, vous êtes un chef d'entreprise brillant, ça il est indéniable, tout le monde est unanime là-dessus. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez pouvoir proposer aux Ivoiriens? Parce que vous avez été maire, vous avez été président du conseil régional, vous avez été ministre. Quels sont vos faits d'armes aujourd'hui qui peuvent militer pour vous, au cas où le PDCI vous choisissait,
pour que les Ivoiriens puissent vous accorder leur confiance? Ça, c'est la question numéro 1. La 2, il est reproché généralement au parti, de façon générale, au PDCI en particulier, de ne pas très souvent se prononcer sur les questions d'intérêt général. Je prends un exemple. Là, nous avons l'école. Les états généraux de l'école sont lancés. Aujourd'hui, le PDCI reste muet sur ces questions d'intérêt. Il y a la question du terrorisme aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est confrontée à beaucoup de défis sur le plan sécuritaire. Le PDCI reste muet sur ces questions. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que vous faites juste la politique pour la politique et non pas d'intérêt pour les questions, pardon, non pas d'intérêt général. Peut-être qu'on ne s'exprime pas assez, mais vous ne pouvez pas dire que nous restons muets là-dessus. En tout cas, en ce qui me concerne. Il y a quelques mois, quand le président Henri Konan Bédié avait dénoncé l'orpaillage clandestin, il y a eu une levée de bouclier, alors qu'il avait raison. Et que l'orpaillage clandestin est un secteur d'alimentation pour le terrorisme, pour la délinquance. Qu'est-ce qu'il y a eu? Une levée de bouclier. Et pourtant, nous l'avions dit. Et moi, je suis monté au créneau avec une conférence de presse pour rappeler cela. Donc, voilà un exemple clair et précis. Sur l'école, je viens de vous dire, il y a un chantier, mais on a toujours dénoncé le fait que l'école ivoirienne a été oubliée. Je viens de vous parler des pièces d'identité. Mais on le dit, nous, toujours, en interne. Mais il ne faut pas regarder simplement l'actualité. Encore une fois, il y a trop de titrologues en Côte d'Ivoire. On prend des titres. Et nous, on n'en fait pas partie. Pour faire de l'effet. Mais lisez plus loin. Lisez plus loin. Allez dans le contenu et vous allez voir. Fait d'armes, on défend l'intérêt général. Redonner la primauté à l'intérêt général. Dernièrement, à l'Assemblée nationale, en réunion du bureau, c'est moi qui ai demandé que ceux qui ont des fonctions d'incompatibilité se mettent en règle. C'est une vraie révélation que vous nous faites là. En fait, c'est vous qui avez initié. Vous pouvez vérifier. Ouais. Nous avons une mission de contrôle de l'action gouvernementale. Vous ne pouvez pas être à la fois jugé parti. Et j'ai dit, Monsieur le Président, parmi nous, il y en a qui sont dans l'administration à des postes que nous devons contrôler et qui sont députés. Il y a incompatibilité. Soit ils démissionnent au niveau de l'administration, soit ils démissionnent comme députés et c'est leur suppléant qui... Mais il y a aussi ces compagnies-là. Bonne gouvernance. Oui. Qu'est-ce que je peux apporter? Bonne gouvernance. Lutte contre la corruption, redonner la primauté à l'intérêt général. Maintenant, en termes de faits d'armes, et ça c'est l'entrepreneur qui vous parle, il y a quelques années, en 1999, la Côte d'Ivoire produisait 120 000 tonnes de caoutchouc naturel. Et en 1999, avec mon groupe, nous avons repris l'entreprise SAPH. Objectif, donner clairement la promotion de l'EVA-culture et faire en sorte que la Côte d'Ivoire atteigne le 1 million de tonnes. Je peux vous annoncer aujourd'hui qu'en 2021, nous allons produire 1 million de tonnes. Très bien. Vous avez évoqué ça, c'est une politique agricole sectorielle, mais est-ce que vous trouvez une politique agricole aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Comme ça existait à l'époque du miracle économique ivoirien, avec comme artisan le président Félix Houphouët-Boigny et le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié. Il faut que je pose ma question, sinon on ne va pas pouvoir y arriver. C'est vrai, je vous sens habité par ce sujet, mais vous venez de le dire, vous avez dit « mon entreprise ». Cette entreprise qui est le premier employeur en Côte d'Ivoire, le premier employeur privé, cette entreprise contracte-t-elle avec l'État ou pas? Auquel cas, quelle est votre activité dans cette entreprise précisément pour savoir est-ce qu'il n'y a pas à ce niveau aussi une incompatibilité? Est-ce que vous détenez des mandats Oui, non, des mandats sociaux. Moi, je ne contracte pas avec l'État. Je contracte avec le consommateur ivoirien ou bien l'exportation. Donc vous n'avez aucun marché avec l'État? De ce côté-là, non. Très bien. Et quand on parle de marché avec l'État, c'est quand l'essentiel de vos marchés sont avec l'État. Donc voilà, donc je n'ai pas d'incompatibilité dessus. Je suis clean. Et je vais vous dire une chose. Pour aller encore dans votre sens, j'ai été ministre. J'ai démissionné de tous mes mandats sociaux pour ne pas qu'il y ait de conflit d'intérêts. Tous, sans exception. Donc, j'ai abandonné clairement des revenus pour me contenter de ce que le gouvernement me donnait. Mais ça n'a pas été le cas de tous les ministres. Il y en a qui ont conservé leurs entreprises et qui ont conservé la tête de leurs entreprises. Il y a conflit d'intérêts. Très bien.
Avec moi, ce sera la bonne gouvernance. Il faut quand même Et nuancer. c'est avec le PDCI. Il faut peut-être aussi nuancer, parce qu'en 2017, il semble qu'il y a eu un conflit d'intérêts lorsque un de vos proches participait à un appel d'offres qui a été remporté par le groupe Bolloré et que vous êtes intervenu Non, il n'y a pas eu de pour mettre en conflit cause d'intérêt. ce résultat. Il n'y a pas eu de conflit d'intérêt. Il n'y a pas eu de conflit J'avais d'intérêt. dénoncé en 2003 Mhm. le même sujet, je le redénonce En 2017. en 2017. Très bien. Voilà, c'est tout aussi simple. Et puisque vous évoquez la chose, Oui. je vous rappelle qu'il y a eu une mise en examen en France. Oui. En principe, automatiquement, la justice ivoirienne et les autres justices des pays concernés auraient dû, Agir pour n'est-ce pas, reprendre Pourquoi ça ne se fait pas? les marchés. Très bien. bien. C'est Bonne gouvernance. autant de débats que vous pouvez poursuivre chez vous. Monsieur Jean-Louis Billon, nous vous remercions de vous être prêté au jeu. Merci. Je l'ai dit à l'instant, j'ai senti que vous étiez instamment habité par ces sujets-là. Cela montre que vous avez une forte passion pour votre pays. Alain Toussaint aussi, à travers ces questions, a démontré encore une fois qu'il était un interrogateur, mais en tout cas un débatteur de hors pair que nous avons la chance d'avoir sur Live TV. Moi, j'ai été très heureux. Toutes les équipes de Live TV qui ont préparé cette émission ont pris un grand plaisir à vous servir. Face à la Côte d'Ivoire, présentera ici même encore, dès la semaine, le mois prochain, un autre acteur de notre vie publique qui voudra lui aussi partager ses rêves d'une nation unie et d'une nation qui marche allègrement vers le développement. Je vous remercie d'être resté avec nous. À très bientôt. Bonne suite de programme sur Live TV. Merci.